Initiation à la littérature française en voyage par Guy de Maupassant. Le wagon était au complet depuis calme. On causait, tout le monde se connaissait. Lorsqu'on passe à Tarascon, quelqu'un dit « C'est ici qu'on assassine ». Et on se mit à raconter des histoires effrayantes de mauvaises rencontres, de tête à tête avec des fous, dans un train de longue heure passé en face d'un personnage suspect. Chaque homme savait une histoire où il avait le beau rôle. Un médecin qui passait chaque hiver dans le Midi voulut à son tour raconter une aventure. « Moi, dit-il, je n'ai jamais eu la chance d'expérimenter mon courage dans une affaire de cette sorte. Mais j'ai connu une femme, une de mes clientes, morte aujourd'hui, à qui arriva la plus singulière chose du monde. C'était une Russe, la comtesse Marie Baranov, une très grande dame, d'une exquise beauté. Vous savez comme les Russes sont belles. Elles ont quelque chose de séduisant, tout à fait charmant pour un Français. Son médecin, depuis plusieurs années, la voyait menacée d'une maladie de poitrine et tâchait de la décider à venir dans le Midi de la France. Mais elle refusait obstinément de quitter Pétersbourg. Enfin, l'automne dernier, la jugeant perdue, le docteur le fit savoir au mari, qui ordonna aussitôt à sa femme de partir pour Menton. Elle prit le train, seule dans son wagon, ses gens de service occupaient un autre compartiment. Elle restait contre la portière, un peu triste, regardant passer les campagnes et les villages, se sentant bien isolée, bien abandonnée dans la vie, sans enfant, presque sans parents, avec un mari dont l'amour était mort et qui la jetait ainsi au bout du monde sans venir avec elle. À chaque station, son serviteur Ivan venait demander si rien ne manquait à sa maîtresse. C'était un vieux domestique aveuglément dévoué, prêt à exécuter tous les ordres qu'elle lui donnerait. La nuit tomba, le train roulait à toute vitesse. Elle était trop énervée pour pouvoir dormir. Soudain, la pensée lui vint de compter l'argent que son mari lui avait remis à la dernière minute, en or de France. Elle ouvrit son petit sac et vida sur ses genoux le flot de métal. Mais tout à coup, un souffle d'air froid lui frappa le visage. Surprise, elle leva la tête, la portière venait de s'ouvrir. Elle leva la tête, la portière venait de s'ouvrir. La comtesse Marie, pâle d'angoisse, jeta brusquement un châle sur son argent, répandue dans sa robe, et attendit. Quelques secondes s'écoulèrent, puis un homme apparut, nu-tête, blessé à la main, haletant en vêtements de soirée. Il referma la porte, s'assit, regarda sa voisine avec des yeux luisants, puis enveloppa d'un mouchoir sa main dont le sang coulait. La jeune femme était près de s'évanouir de peur. Cet homme, certes, l'avait vu compter son or, et il était venu pour la voler et la tuer. Il la fixait toujours, haletant le visage en feu, prêt à bondir sur elle sans doute. Il dit brusquement « Madame, n'ayez pas peur ». Elle ne répondit rien, incapable d'ouvrir la bouche, entendant son cœur battre et ses oreilles bourdonner. Il reprit « Je ne suis pas un voleur, madame ». Elle ne disait toujours rien, mais dans un brusque mouvement qu'elle fit, ses genoux s'étant rapprochés, son or se mit à couler sur le tapis. L'homme, surpris, regardait ce flot de métal, et il se baissa tout à coup le ramasser. Elle, effrayée, se leva, jetant à terre tout son argent, et elle courut à la portière pour se précipiter dehors. Mais il comprit ce qu'elle allait faire, bondit, la saisit dans ses bras, la fit asseoir de force, et la maintenant par les poignets. « Écoutez-moi, madame, je ne suis pas un voleur, et pour le prouver, je vais ramasser cet argent et vous le rendre. Mais je suis un homme perdu, un homme mort. Si vous nous m'aidez à passer la frontière, je ne puis vous en dire davantage. Dans 1 heure, nous serons à la dernière station russe. Dans 1h20, nous franchirons la limite de l'Empire. Si vous ne m'aidez point, je suis perdu. Et cependant, madame, je n'ai ni tué, ni volé, ni rien fait qui me fasse rougir. Cela, je vous le jure, je ne puis vous en dire davantage. » Et, se mettant à genoux, il ramassa l'or sous les banquettes, cherchant les dernières pièces roulées au loin. Puis, quand le petit sac fut plein de nouveau, il le remit à sa voisine sans ajouter un mot.
et il retourna s'asseoir à l'autre coin du wagon. Il ne remuait plus ni l'un ni l'autre. Elle demeurait immobile et muette. Quant à lui, il ne faisait pas un geste, pas un mouvement. Il restait droit, les yeux fixés devant lui, très pâle, comme s'il avait été mort. De temps en temps, elle jetait vers lui un regard brusque, vite, détourné. C'était un homme de 30 ans environ, fort beau, avec beaucoup de noblesse dans le visage. Le train courait dans les ténèbres, ralentissait parfois sa marche, puis repartait à toute vitesse. Mais soudain il calme son allure, siffla plusieurs fois et s'arrêta tout à fait. Yvan parut à la portière afin de prendre les ordres. La comtesse Marie considéra une dernière fois son étrange compagnon, puis elle dit à son serviteur d'une voix brusque, « Yvan, tu vas retourner près du comte. Je n'ai plus besoin de toi. » L'homme interdit ouvrait des yeux énormes. Il balbutia. « Mais maîtresse !» Elle reprit. « Non, tu ne viendras pas. J'ai changé d'avis. Je veux que tu restes ici. Tiens, voici de l'argent pour retourner. Donne-moi ton bonnet et ton manteau. » Le vieux domestique interdit tendit son bonnet et son manteau, obéissant toujours sans répondre. Habitué aux caprices des maîtres, et il s'éloigna les larmes aux yeux. Le train repartit, courant à la frontière. Alors la comtesse Marie dit à son voisin, « Ces choses sont pour vous, monsieur. Vous êtes Yvan, mon serviteur. Je mets qu'une condition à ce que je fais. Ce que vous ne me parlerez jamais, que vous ne me direz pas un mot, ni pour me remercier, ni pour quoi que ce soit. » L'inconnu s'inclina sans prononcer une parole. Bientôt on s'arrêta de nouveau, et le train fut visité par la police de frontière. La comtesse leur rendit les papiers et leur montrant l'homme assis au fond de son wagon, « C'est mon domestique Yvan, dont voici le passeport. » Le train se remit en route. Pendant toute la nuit, ils restèrent en tête-à-tête, muets, tous deux. Le matin venu, comme on s'arrêtait dans une gare allemande, l'inconnu descendit, puis debout à la portière. « Pardonnez-moi, madame, de rompre ma promesse, mais je vous ai privé de votre domestique. Il est juste que je le remplace. N'avez-vous besoin de rien ?» Elle répondit froidement, « Allez chercher ma femme de chambre. » Il y alla, puis disparut. Quand elle descendait à quelque buffet, elle l'apercevait de loin qui la regardait. Ils arrivèrent à Menton. Le docteur se tut une seconde, puis reprit, « Un jour, comme je recevais mes clients dans mon cabinet, je vis entrer un grand garçon qui me dit, « Docteur, je viens vous demander des nouvelles de la comtesse Marie Baranov. Je suis, bien qu'elle ne me connaisse point, un ami de son mari. » Je répondis, « Elle est perdue. Elle ne retournera pas en Russie. » Et cet homme, brusquement, se mit à sangloter. Puis il se leva et sortit en trébuchant comme un ivrogne. Je racontai le soir même à la comtesse qu'un étranger était venu m'interroger sur sa santé. Elle parut émue et me raconta toute l'histoire que je viens de vous dire. Elle ajouta, « Cet homme que je ne connais point me suit maintenant comme mon ombre. Je le rencontre chaque fois que je sors. Il me regarde d'une étrange façon, mais il ne m'a jamais parlé. » Elle réfléchit, puis ajouta, « Tenez, je parie qu'il est sous mes fenêtres. » Elle quitta sa chaise longue, alla écarter les rideaux et me montra en effet l'homme qui était venu me trouver. Assis sur un banc de la promenade, les yeux levés vers l'autel, il nous aperçut, se leva et s'éloigna sans retourner une fois la tête. Alors j'assistai à une chose surprenante et douloureuse, à l'amour muet de ces deux êtres qui ne se connaissaient pas. Il l'aimait, lui, avec le dévouement d'une bête sauvée, reconnaissante et dévouée à la mort. Il venait chaque jour me dire « Comment va-t-elle » comprenant que je l'avais deviné, et il pleurait affreusement quand il l'avait vue passer plus faible et plus pâle chaque jour. Elle me disait « Je n'ai parlé qu'une fois à ce singulier homme, et il me semble que je le connais depuis 20 ans. » Et quand ils se rencontraient, elle lui rendait son salut avec un sourire grave et charmant. Je la sentais heureuse, elle si abandonnée et qui se savait perdue. Je la sentais heureuse d'être aimée ainsi, avec ce dévouement prêt à tout. Et pourtant,
Elle refusait désespérément de le recevoir, de connaître son nom, de lui parler. Elle disait « Non, non, cela me gâterait cette étrange amitié. Il faut que nous demeurions étrangers l'un à l'autre. » Quant à lui, il était certes une sorte de Don Quichotte, car il ne fit rien pour se rapprocher d'elle. Il voulait tenir jusqu'au bout l'absurde promesse de ne lui jamais parler qu'il avait faite dans le wagon. Souvent, pendant ces longues heures de faiblesse, elle se levait de sa chaise longue et allait entr'ouvrir son rideau pour regarder s'il était là, sous sa fenêtre. Et quand elle l'avait vu, toujours immobile sur son banc, elle revenait se coucher avec un sourire aux lèvres. Elle mourut un matin vers 10 heures. Comme je sortais de l'hôtel, il vint à moi, le visage bouleversé, il savait déjà la nouvelle. « Je voudrais la voir une seconde devant vous, » dit-il. Je lui pris le bras et rentrai dans la maison. Quand il fut devant le lit de la morte, il lui saisit la main et la baisa d'un interminable baiser. Puis il se sauva comme un insensé.